Vous écoutez Marianne, épisode 5 à l'infini. Un livre écrit par Marie-Hélène Girard et lu par la voix modélisée de Catherine Brunet. Épisode 5. Un silence lourd. Trop lourd. Seul le bruit d'un appareil vient briser cette sensation de lourdeur par son bip régulier. Un bip qui indique que je suis encore en vie, j'imagine. Une sensation d'engourdissement dans mes bras et mes jambes m'empêche de bouger. Mes paupières trop lourdes restent closes. Je n'ai pas la force ni le cœur d'ouvrir les yeux et de reprendre ainsi la vie là où je l'ai laissée. Il y a un moment qui me semble lointain. Combien de temps au juste, je l'ignore. Je suis désorientée, autant dans l'espace que dans le temps. Où suis-je? Quelle heure, quel jour sommes-nous? Est-ce que c'est maintenant que Whoopi Goldberg devrait venir me guider dans un long tunnel blanc, comme dans Mon fantôme d'amour? Après une longue période d'alternance entre sommeil et éveil, mes esprits reprennent place tranquillement. La douleur revient. J'ai le cœur en miettes. Je me souviens peu à peu des événements précédant mon arrivée ici. La photo de Maxime et Philippe. Philippe qui a perdu son emploi et qui nie sa relation avec cette autre fille. Lui qui dit qu'il m'aime, moi qui pogne les nerfs, qui quitte la chambre de Philippe, qui perd pied et tombe de tout mon long dans cet escalier. Nicole. Ma respiration s'accélère. Mon cœur bat si fort. Le moniteur près de moi s'emballe pour en témoigner. Je panique, j'étouffe. J'ai peine à respirer. Tout mon corps se crispe. Où est mon bébé? La porte s'ouvre avec fracas et j'entends une personne qui entre en courant. Marianne, m'entends-tu? Me demande une voix féminine qui m'est inconnue en me prenant la main. Une seconde personne pousse la porte et entre dans la pièce. Marianne Rousseau, 10 ml, dit une première personne. Confirmé, Marianne Rousseau, 10 ml, dit une deuxième voix. Une vague de chaleur monte en moi, puis je sombre dans un profond sommeil. Partie 2. Retour du silence trop lourd. Je suis incapable d'ouvrir mes yeux comme si on me les avait collés, comme si ça me demandait un effort surhumain. J'entends des voix. Mélanie, ce n'est pas le temps de régler ça, OK? Je reconnais la voix. C'est celle de mon père. Je me trouve entre le rêve, la réalité et le sommeil. Seigneur, il parle fort. Ma tête veut exploser. On sait bien, Mario, ça ne sera jamais le bon moment pour régler ça. Et moi, je dois rester là comme une niaiseuse à espérer que tu choisisses de rester avec moi, dit ma mère. Mélanie, je vais être obligée de m'en aller si tu ne reprends pas sur toi. Notre fille se trouve entre la vie et la mort, et toi, tout ce que tu veux, c'est régler de vieilles affaires. Non, mais t'es pas bien ou quoi? Réplique-t-il d'un ton dur. La voix pleine de larmes, ma mère lui lance. On n'en serait pas là si tu ne l'avais pas foutu à la porte, hein? Je pense que c'en est trop. J'entends mon père s'approcher de moi. Il me donne un léger baiser sur le front, me dit qu'il m'aime et qu'il reviendra me voir bientôt. Il pousse la porte et sort. Ma mère, se parlant seule, ajoute « C'est ça, va-t'en, comme toujours. » Elle se dirige vers moi, pose une fesse sur le bord de mon lit et prend ma main. J'ai une douleur lancinante dans le bas-ventre. Ça brûle, ça fait mal. Je sens ma douleur battre au rythme de mon cœur. Incapable de bouger, je retombe dans mon sommeil profond et magique. Là où rien ne fait mal, là où j'oublie où je suis, qui je suis, ce qui se passe et surtout ma douleur. Je me demande quelle douleur fait le plus mal, la douleur physique dans mon ventre et mes membres ou celle dans mon cœur. Mon cœur brisé en 1000 morceaux, putréfié, déchiqueté, transformé en compote, bon pour les vidanges. Partie 3. Bip, bip. Ah, merde, encore toi! Maudite machine. C'est pire que le réveil chien-doigt dans le nez comme façon de se réveiller. Je sens que quelqu'un est couché et collé contre moi. Je reconnais cette odeur. La vanille et le cèdre. C'est Philippe. Je reconnais la chaleur qu'il dégage sur ma peau. Je le déteste tellement. Je lui en veux. Je voudrais le pousser en bas du lit.
En même temps, je voudrais juste effacer ma mémoire, je voudrais qu'il me prenne dans ses bras, je voudrais croire encore que lui et moi, c'est possible. Je l'entends renifler et se balayer le visage d'une main. Je crois qu'il pleure. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Parce qu'il regrette de m'avoir menti? Parce qu'il regrette de ne pas m'avoir quitté plus tôt? Ça m'importe peu. Je suis trop épuisée pour continuer de réfléchir. Je suis désolée, Mary. Je suis tellement désolée. Tout est de ma faute. J'avais juré de vous protéger, toi et Nicole. J'ai échoué. Vas-tu me pardonner un jour? Je t'aime tellement. Il pleure à chaudes larmes. Je n'ai pas la force de réagir ou de le consoler. Je me sens engourdie et je ne suis même pas certaine que je ne me trouve pas en train de rêver. Je sombre encore une fois dans un profond sommeil. À chaque éveil, j'ai l'impression que Philippe est à mes côtés, soit couché près de moi, à me caresser les cheveux, soit assis près du lit, à me tenir la main. Je ne le vois pas, mais je sais que c'est lui, je le sens. Je reconnais son odeur, la texture de sa peau, sa façon de me caresser et de replacer mes cheveux sur le côté de mon visage. J'ignore combien de va-et-vient je fais ainsi entre le sommeil, l'éveil et le rêve. Derrière mes paupières, je discerne un peu le jour et la nuit. Je n'ai aucune idée du temps qui s'écoule. Je n'ai toujours pas la force de bouger les bras, les jambes, ni d'ouvrir les yeux. J'ignore quand je suis éveillée, quand je rêve ou quand je dors. Tout est si flou. Je me sens bizarre, comme si je flottais au-dessus de mon corps. Hé, allô, petite sœur, vas-tu finir par arrêter de nous faire peur, là? T'es toute belle. Tu as meilleure mine de jour en jour. Touche, dit-elle d'une voix douce en prenant ma main. Ma grande sœur Virginie prend ma main et la pose sur son ventre. Sous mes doigts, je sens un ventre bien rond et dur. Elle exerce une pression sur ma main pour l'appuyer fermement sur son ventre et je sens un petit glissement. Une chatouille sous ma main. Son bébé qui me dit coucou. Mon cœur se serre. Fait encore plus mal. Nos bébés n'ont que quelques jours de différence. J'aimerais sentir Nicole bouger, ça me ferait tellement de bien. Un petit coucou de sa part. Je me sens choyée de vivre ce moment avec ma sœur. C'est magique. Je me demande si c'est une fille ou un garçon. Elle poursuit. Tu te souviens du policier qu'on a rencontré ensemble l'autre jour? On s'est vus, lui et moi, plusieurs fois. Je ne dis ça qu'à toi parce que je te fais confiance et que... Elle hésite et poursuit. Probablement que tu ne m'entends même pas, mais il est prêt à s'engager avec moi. Il veut élever mon bébé avec moi. Je ne l'ai pas dit aux parents, ils vont m'étriper, c'est sûr. Ils vont me dire que c'est trop vite, que je ne le connais pas assez, mais que veux-tu, j'ai un méga bon feeling. Il est tellement sweet, Marianne, tu ne peux pas t'imaginer. Elle arrête de parler. Avec son doigt, elle fait de petits ronds sur ma main. Je ne sens plus son bébé bouger. J'entends sa respiration profonde. La même respiration que j'ai lorsque je me retiens pour ne pas pleurer. Elle essaie de parler, mais aucun mot ne sort. Elle reprend son souffle, renifle, réessaie de formuler une phrase cohérente. La voix pleine de sanglots, elle poursuit. J'aurais tellement aimé pouvoir vivre tout ça avec toi, Mary. J'aurais tellement voulu que nos enfants deviennent les meilleurs amis du monde, qu'on les voit faire leurs premiers pas ensemble, qu'on se partage nos trucs, nos inquiétudes. Elle continue de parler, mais je n'entends plus ce qu'elle me dit. Sa voix n'est qu'un bruit de fond, sourd et lointain. J'ai accroché sur le « aurait » dans sa phrase. Pourquoi elle me parle au conditionnel? Pourquoi me dit-elle qu'elle aurait aimé vivre ça avec moi? Je ne comprends rien, je suis confuse et désorientée. Mon bébé? Oh non, mais où est-il? Qu'est-ce qui se passe? Ma respiration s'accélère, les yeux me brûlent. Je sens les larmes qui montent, prêtes à déborder. Mon cœur qui bat la chamade. Les bips, bips s'emballent et me font paniquer autant que ma sœur. Marianne, Marianne, réponds-moi, me crie ma sœur en tapant ma main. Une larme coule sur ma joue, je suis étourdie et sa voix n'est qu'un écho. Infirmière! Infirmière! Ma sœur, ça ne va pas du tout. Vite! Hurle-t-elle. J'entends les deux femmes aux voix inconnues entrer dans ma chambre et dire à ma sœur de se pousser de là.
Elle décolle ma main de son ventre et la pose rapidement à côté de moi sur mon lit. Marianne Rousseau, 10 ml, dit la première voix. Confirmé, Marianne Rousseau, 10 ml, dit la deuxième voix inconnue. Je hurle dans ma tête. Non, merde, pas ça encore. Je veux comprendre. Parlez-moi. Dites-moi ce qui se passe. Je ne suis plus capable. Je vais mourir si vous ne me dites rien. Mais personne ne m'entend. Personne n'a le super pouvoir de lire dans ma tête. Je suis seule avec mon cerveau en jello et mon cœur en miettes. J'entends Virginie qui parle en panique aux infirmières. Ma sœur a versé une larme. Je l'ai vue, je vous jure, elle a versé une larme. Elle va mieux. Dites-moi, c'est ça que ça veut dire? Elle va bien? Elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle m'entend? La réponse ne me parvient pas. La grosse vague chaude m'emporte à nouveau dans un profond sommeil. Partie 4. Une discussion me sort doucement de ma profonde sieste qui m'a paru durer une éternité. J'entame une période d'éveil qui, je l'espère, sera assez longue pour que je reprenne mes esprits et que je comprenne ce qui m'arrive. Est-ce qu'elle sera capable de parler à nouveau, docteur? Est-ce qu'elle pourra aussi marcher? Demande mon père. Combien de temps encore ça va durer? C'est impossible que vous n'ayez aucune idée, voyons, lance Philippe d'une voix désespérée. Nous reconnaîtra-t-elle si elle se réveille? Ajoute ma mère. Ça me prend un moment pour comprendre qu'il parle de moi. Je suis confuse et ne comprends pas pourquoi il discute ainsi à mon sujet. Je dissocie encore assez mal le vrai du faux, la réalité du rêve. Mais j'ai bien l'impression que c'est de moi qu'il s'agit dans cette conversation. Ils me font paniquer avec toutes leurs questions. À un certain moment, je me demande même s'ils ne parlent pas d'une autre patiente qui se trouverait dans la même chambre que moi. Il s'agit bien de mon père, de ma mère et de Philippe, ce qui me confirme qu'on parle effectivement de moi ici. Ils discutent à mon sujet comme si je n'étais pas là. Si cette fatigue peut me lâcher, je retrouverai l'énergie d'ouvrir les yeux, mais on ne me laisse jamais le temps. Je ne peux pas vous dire, je suis désolée. Les chances que vous retrouviez votre Marianne telle qu'elle était sont faibles. Ce serait même un miracle. Sa commotion cérébrale a laissé beaucoup de séquelles et a entraîné beaucoup de dégâts. Ses fractures mettront beaucoup de temps à guérir aussi, mais... Philippe coupe la parole au médecin. « Arrêtez !» dit-il sèchement. « Marianne est la fille la plus têtue et déterminée que je connaisse. Vous voyez cette fille-là? Regardez-la bien parce qu'elle va vous surprendre. Toutes vos statistiques de merde, vous allez les ravaler et vous les mettre où je pense. » Philippe part et j'entends claquer la porte. « Désolé, docteur, pour ça. Je vais aller le voir, » dit ma mère. Je n'ai jamais vu Philippe perdre patience ainsi, être aussi impoli, mal engueulé. C'est surprenant. Je ne pensais même pas qu'il en était capable. Le fait de m'apercevoir qu'il croit en moi me donne du courage et surtout de l'espoir. Quand je l'entends prendre ma défense de cette façon, ça me rend fière de mon homme, de notre couple. Rapidement, ce doux sentiment de fierté est balayé par le souvenir déchirant de la montagne de problèmes que nous avons. Je pense de plus en plus que les médicaments qu'il me donne altèrent mon jugement et ma mémoire. Pendant une seconde, je vis dans un monde de licorne tout chaud, et la minute suivante, je défoncerai tout. Durant une seconde, je tomberai dans les bras de Philippe sans hésitation. La minute d'après, je lui en veux tellement. Partie 5. J'ai chaud, tellement chaud. Donnez-moi de l'air, quelqu'un. Dans ma tête, je revois les derniers moments chez Philippe, comme un mauvais rêve. Mon cœur bat la chamade. J'ouvre les yeux dans un élan de panique. Il fait noir dans ma chambre. Seules les lumières des machines qui m'entourent éclairent la pièce. Ça fait si longtemps que je n'ai pas vu avec mes yeux, regardé avec mes yeux. Juste apercevoir me paraît un luxe. Wow, tout est si beau. J'ai l'impression de revenir d'un long voyage. J'examine la chambre à la lueur des moniteurs. Sur le bord de la fenêtre, des roses. J'imagine que ça vient de Philippe. Un faible sourire se dessine sur mes lèvres. Juste à côté de ce bouquet, ma petite licorne. Mes yeux se remplissent de larmes. Cette licorne, le symbole de notre amour. Cette licorne que je regardais si attentivement et qui m'avait fait foncer dans Philippe le jour de notre rencontre.
Je me souviens encore de ce nouveau sentiment que je vivais pour la première fois. Mon premier amour, mon premier coup de foudre. C'était si beau et si effrayant en même temps. La première fois que ses mains m'ont touchée et que mes yeux ont plongé dans ses yeux. Ça faisait tellement mal en dedans et c'était pourtant si bon. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.